Salut Internet, c'est Bhaskar pour Hypnomachie, petite vidéo bonus dans les rues de Lyon. Voilà, parce que j'avais envie de partager avec vous quelque chose. Là je suis donc en séminaire, en stage à Lyon, et donc je loge chez la mère d'un ami qui est psychanalyste et qui a donc une bibliothèque absolument extraordinaire. Et donc j'en ai un petit peu profité pour bouquiner hier soir. Et alors que j'étais en train de lire comme ça un livre sur ce que Winnicott appelle les personnalités as if, c'est-à-dire c'est des espèces de femmes un petit peu pas tout à fait déréalisées, mais qui ont tendance à se fusionner, à se fondre complètement comme ça dans les désirs et dans les desiderata de leur mari, notamment, enfin on va dire ça pour simplifier. Je réfléchissais comme ça un petit peu sur les différentes typologies de personnalités, les différentes théories psychologiques que les différents courants, psychologie, psychiatrie, psychanalyse, etc. proposent. Et j'avais envie de vous faire une petite vidéo là-dessus. Notamment parce que j'ai constaté chez énormément de gens, notamment qui débutent dans le monde de la psychologie, et je pense qu'on débute pendant au moins 5 à 10 années, à mon avis, hein, au moins, une espèce de tendance à tomber comme ça dans un problème logique. C'est-à-dire que quand on regarde au départ n'importe quelle typologie de personnalité ou typologie quelconque en psychologie, psychiatrie, etc., il y a un phénomène d'identification qui peut se créer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on regarde et on se dit « Ah, mais oui, c'est tout à fait moi, moi je suis ceci, cela ». C'est-à-dire que voilà, par exemple, je sais rien, voilà, oui, tout à fait, je me reconnais dans les femmes as if, etc. C'est tout à fait moi. Bon, à partir de là, on commence à introjecter un petit peu dans notre psychisme l'étiquette. On se dit « Oui, c'est tout à fait moi ». Et arrive à ce moment-là une espèce de retournement quasi sophistique où on se dit si je suis l'étiquette machin, alors quand je vois des choses décrites sur l'étiquette machin, alors ça me correspond. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, on fonctionne à l'envers. Et là, on tombe dans ce qu'on appelle le sophisme du véritable écossais. On peut regarder sur Wikipédia, le sophisme du véritable écossais, ça dit en gros, les véritables écossais mettent des kilts. Non, moi je connais un ami écossais qui met pas de kilt. Ah, mais c'est bien que c'est pas un véritable écossais. C'est-à-dire que il y a un phénomène comme ça d'identification à l'étiquette qui se crée, et ce qui fait que par la suite, l'individu qui est rentré dans cette transe d'identification, parce que l'identification c'est une forme de transe hypnotique, va accepter ensuite les suggestions hypnotiques ultérieures basées sur cette étiquette pour garantir une espèce de cohérence et de congruence d'une forme de narration personnelle. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement pernicieux parce que, comme tout ce qui touche à l'identité, le remettre en cause, justement, ça demande d'être bien présent à soi, justement. Et comme très très souvent, nous sommes extrêmement nombreux à combler notre vide de nous-mêmes par des étiquettes, que ce soit l'étiquette de la religion, de la couleur de peau, enfin, regardez un petit peu tous les combats politiques, hein, ça se résume à peu près à ça, c'est nous les femmes, paf, identification à la notion de femme, nous les noirs, paf, identification à la notion de noir. D'ailleurs, au passage, je suis tombé hier sur l'interview de Kémy Séba sur Thinkerview, que j'ai vraiment adoré, je vous le mettrai probablement en description. J'ai eu beaucoup de plaisir à le regarder. Effectivement, Kémy Séba est connu pour étant justement ce qu'on appelle, un africaniste. Alors, encore paf, l'étiquette et tout dans la gueule. Mais en tout cas, je l'ai trouvé assez cohérent et assez cohérent et assez aligné par rapport à son combat. Et il avait une espèce de franc-parler que je trouvais très très intéressant et qui déstabilisait totalement l'intervieweur qui avait l'habitude de n'être que face à des gens qui baignent comme ça dans le politiquement correct. Et lui, on avait absolument rien à foutre. Et voilà, et j'aime beaucoup ce genre de truc qui casse un petit peu les codes. Il était lui-même, point, et il n'y avait pas forcément de sa part d'envie d'être bien perçu, d'arrondir les angles, de faire dans le politiquement correct. Et voilà, ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je sais pas si c'est juste un pur hasard, mais entre ça et la mort de Johnny, où il y en a qui balancent des trucs du genre justement non mais Johnny il était gay, etc. Pouf, hors de grande écoute, en honneur, mais rien à foutre du politiquement correct. Je trouve qu'il y a une espèce de retour d'un franc-parler, des gilets jaunes qui commencent à se payer une paire de couilles et à comprendre qu'il ne s'agit pas d'emmerder le voisin, mais directement de murer les centres des impôts. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de retour de valorisation d'une certaine forme de paire de couilles à l'ancienne qui, moi, n'est pas du tout pour me déplaire. Le tout pas forcément en étant agressif vis-à-vis de gens qui n'ont rien fait, au contraire, mais simplement de porter ses couilles. Et
peut-être que c'est une digression, mais peut-être pas, dans le sens où porter sa paire de couilles à un moment donné, c'est quand même une bonne manière d'être conscient de l'hypnose, et je ne connais aucun meilleur moyen de résister à l'hypnose environnante que justement de bien connaître sa paire de couilles, ou d'ovaires, hein, c'est pas sexiste du tout, hein. Justement voilà, pour y résister. Bref, donc revenons aux typologies de personnalité. Donc à partir du moment où je me suis reconnu dans une personnalité ou dans une case, et ben je vais ensuite donc accepter beaucoup plus facilement, à cause ou grâce à la transidentification, les éventuels jugements, étiquettes qui vont suivre. Et ça, c'est assez terrible, je trouve, parce que c'est passé de notions qui sont faites, a priori en tout cas, pour être pris par le néocortex, qui sont des notions mentales complexes. On va les aborder comme ça par l'émotionnel. Et c'est d'un certain point de vue, entre guillemets, trahir un petit peu l'esprit même de ces concepts. Ainsi, vous avez beaucoup de concepts comme ça qui sont récupérés par le grand public, par un grand public plus ou moins profane, mais là encore, je ne veux pas faire de conflit mimétique entre profane et expert, parce qu'en réalité, c'est des degrés. Ce qui explique d'ailleurs qu'on retrouve ce que je vais vous décrire aussi chez des gens avec des diplômes et qui sont estampillés experts, évidemment. Mais on va retrouver ce qu'on appelle des valences positives ou négatives chez certains termes, des connotations émotionnelles. Prenez par exemple la notion de faux self. Bon, quand vous regardez un petit peu Winnicott, qui a théorisé autour de ça notamment, il n'y a aucun jugement de valeur chez cet auteur quand il y a une notion de faux self. Le faux self, donc littéralement faux swag, une espèce de masque que l'individu met pour essayer de survivre face à un réel qui est générateur d'énormément de souffrance et de déstabilisation, d'inconfort psychologique, etc. Bon, donc en soi, c'est un mécanisme de défense qui permet à la vie de continuer à être ce qu'elle est. Et à ce titre, c'est totalement respectable, et voilà, c'est un mécanisme au même titre que d'autres mécanismes de défense, comme peuvent l'être le déni, le clivage, etc. Bon. Moi, la plupart du temps, autour de moi, quand j'entends parler de faux self, il y a une espèce d'injonction à l'authenticité. Sans réaliser que c'est pas toujours facile et pas toujours évident d'être authentique dans le monde dans lequel on est, et que plein de gens n'ont pas forcément les moyens de l'être sereinement, sans se gaver d'antidépresseurs ou faire une tentative de suicide par semaine. Donc il y a donc vraiment un déplacement de la charge émotionnelle qui au départ se veut quelque chose de neutre, fait pour faire une espèce d'analyse psychologique du fonctionnement de l'individu, mais sans le juger. Et on cherry pick comme ça, on prend juste des morceaux de cette théorie-là, voilà, pour en faire des jugements de valeur, des idéologies à coups de bien, mal, etc. Et on retombe dans ce que je vous disais dans la vidéo sur le bien et le mal. C'est à peu près la même chose qui se passe avec la notion de perversion narcissique d'ailleurs, hein. Moi j'en ai fait un bouquin, donc c'est pour vous dire, mais j'ai des souvenirs comme ça de voir Bouchou, un des pontes de la notion, dire dans des vidéos qu'il a retiré d'ailleurs maintenant, mais où il disait moi vous savez, je sais pas si j'y crois à la notion de perversion narcissique. C'est-à-dire que lui est très il y a une énorme distance avec cette notion. Il prend d'énormes pincettes parce que justement lui il s'en sert pour communiquer avec des gens, il s'en sert pour que des victimes disent ah oui c'est ça, c'est un pervers, comme ça les victimes elles le perçoivent comme empathique, elles le perçoivent comme comme sympa, et après ensuite il peut continuer à communiquer avec ces personnes là parce qu'il a été ratifié comme étant quelqu'un de bien, quelqu'un qui les comprenait. Et donc voilà, donc en fait il se sert simplement de ça avec ce type de recul, mais énormément de victimes ou de gens ne s'en rendent pas compte et pensent qu'il s'agit d'un concept solide au premier abord. Enfin voilà, donc il y a énormément de confusion comme ça dans le monde de la psychologie, de confusion entre la carte, le territoire. Moi je travaille beaucoup en ce moment sur le modèle de Bergeret, je vous en reparlerai probablement, mais sur la distinction comme ça entre névrosé et à limite psychotique, que je trouve épistémologiquement incroyablement faible. Voilà, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose de récurrent et qu'on retrouve dans à peu près toutes les typologies psychologiques que j'ai pu étudier malheureusement. Enfin je dis malheureusement, en même temps ça m'empêche pas d'en enseigner des tonnes et d'adorer ça. Le tout pour moi étant à mon avis d'avoir conscience des limites de chaque modèle
Et c'est toujours pareil, c'est méfiez-vous de l'homme qui n'a lu qu'un seul livre. C'est exactement cette notion-là, c'est que lorsque je n'ai qu'un marteau, tous les problèmes ressemblent à un clou. Et c'est quelque chose de classique. Dès que j'ai vu, notamment chez des jeunes gens, je pense par exemple, qui découvrent le MBTI comme ça, des jeunes gens de 18 ans, qui n'ont qu'un seul outil psychologique. Et qui vont essayer comme ça de tout expliquer. Ouais, désolé pour les voitures. Qui vont essayer de tout expliquer à l'aune de cet unique outil psychologique. Et à la fin, on voit arriver des questions du genre est-ce que tel profil en MBTI fait les œufs au plat différemment que tel autre? Parce que comme c'est la seule grille de lecture dont ils ont à disposition, bah voilà, ils essaient de tout faire rentrer dedans au forceps. D'où l'intérêt, effectivement, j'enfonce des portes ouvertes, d'avoir un maximum de grilles de lecture différentes et de choisir la grille de lecture la plus appropriée à la situation. Ça a l'air évident comme ça, mais je sais que pour beaucoup de jeunes gens, ça n'est pas forcément évident. Et donc je fais mon boulot de vieux con de témoigner de ce genre de choses pour que des jeunes gens puissent éventuellement avoir une prise de conscience. Si pour vous j'enfonce des portes ouvertes, je suis bien désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Voilà. C'était une petite vidéo bonus assez courte. Voilà, parce que j'ai pas mal de retard là sur la grosse vidéo de décembre. Parce que donc, comme je vous l'ai dit, toute mon équipe est en restructuration. La personne qui faisait la direction d'acteur donc a été papa, donc du coup je lui fous la paix. Mon monteur a beaucoup de boulot, donc je suis obligé de faire le montage moi-même, etc. Enfin bon bref, je vous passe tous les détails, mais j'ai pris beaucoup de retard dans mon processus de création de grosses vidéos, mais je ne vous oublie pas. Je me suis fixé comme objectif d'essayer de la sortir un petit peu avant Noël, donc vous aurez bien une grosse vidéo en décembre, peut-être un petit peu plus tard que d'habitude. Voilà. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, mettre un petit pouce comme ça pour l'algorithme YouTube, ça fait plaisir. Un grand merci aux tipeurs, notamment aux tipeurs à retardement. Il y en a un comme ça, c'était très mignon, qui me dit « Oh mais je t'ai pas fait de tip pendant les mois de septembre et d'octobre, désolé, etc. » Donc merci beaucoup pour le soutien, ça fait plaisir. Et puis voilà, je suis en train de vous préparer aussi quelques jolies interviews qui devraient arriver dans pas trop longtemps. Je vous dis à plus tard, salut Internet!